Bonjour et bienvenue pour celles ou ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui. Les plus grands connaîtront à chacun son rêve, les plus petits Mamie Cascade. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Ivoire. Bonjour Paul. Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, les parents ont sûrement vu leur enfant dévorer la trilogie Poule, Renard, Vipère. Les enfants ont peut-être leur préférence entre Alban le Poussin, Zora la Renarde et Célis le Vipero. Une chose est sûre, la réunification de ces trois clans vous a été récompensée par plusieurs prix, tels que Livre dans la boucle en 2018 ou encore Livre élu CE2 CM1. Et donc, on peut montrer quelques exemples justement pour ceux qui veulent revoir en tête la trilogie, donc Poule, Renard, Vipère. Et vous ne vous arrêtez pas là et continuez à l'écriture, cette fois dans un univers totalement différent, en proposant une invitation à l'école des rêves, donc en juin 2020, dans lequel nous retrouvons le jeune Kim Lan, 10 ans, découvrir les combats d'imagination, résoudre des exercices d'analyse et participer aux cours de rêve et de cauchemar. Donc, arrivera-t-il à passer le fameux test de la comète? Votre livre révélera la réponse au fur et à mesure de l'histoire. Donc, alors, vous vous en doutez, Paul, donc nous avons plusieurs questions à vous poser pour comprendre comment est-ce que vous exploitez votre imagination à chacun de vos romans. Donc, pour ce faire, je vais laisser Maryse Bunel, journaliste chez Lolito, prendre la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Paul Ivoire. Voilà, ma première question, ce sera, vous avez suivi des études scientifiques et souvent on oppose la science et la littérature. Comment vous êtes passé de l'une à l'autre? Effectivement, j'ai fait des études de mathématiques, physique, biologie, mais j'ai réussi mes concours grâce au français en réalité. C'est mes notes de français qui m'ont permis de réussir mes concours scientifiques. Donc, j'ai toujours aimé écrire en fait, depuis que je suis tout petit. J'écrivais déjà des poèmes, des poésies, des journaux de bord, des pièces de théâtre. Enfin, voilà, même en faisant des études scientifiques, ça n'empêche pas d'écrire. Et donc, du coup, finalement, ça m'a rattrapé. On va dire que, en définitive, c'est la littérature vers laquelle je me suis tourné, quoi. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui vous manquait dans la science que vous avez trouvé dans la littérature? Ah ben, je me suis bien fait plaisir avec la science et je continue, hein, toujours. Je n'ai pas abandonné puisque mes histoires tournent autour de la biologie notamment. Après, enfin, je trouve ça intéressant de dire, même aux enfants, qu'un parcours n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est destiné à une filière scientifique qu'on va pas faire des études littéraires et inversement. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est bien de leur donner l'exemple de la diversité des parcours et puis de pas se cantonner dans une filière vraiment spécifique. C'est-à-dire que tout est ouvert en fait malgré tout. Voilà, c'est pas parce qu'on va faire telles études qu'on va faire tel métier. Enfin, il y a plein de passerelles possibles et c'est pas parce qu'on échoue, par exemple, dans une filière qu'il n'y en a pas une autre qui peut s'ouvrir, quoi. Voilà. Et quel domaine de la science vous intéresse particulièrement aujourd'hui? Ah bah, moi, c'est tout ce qui est écologie. Bon, moi, j'ai fait une école d'agronomie, donc ça avait un lien aussi avec la terre, le sol. Et donc, c'est tout ce qui est environnemental qui me passionne vraiment. Chez moi, j'ai même acheté des terrains. Donc, j'ai des prés, j'ai des orchidées qui poussent dedans. Je regarde toutes les petites bêtes. Voilà, je passe beaucoup de temps dehors, quoi. Voilà. En même temps, donc c'est pratique parce qu'on écrit, c'est devant un bureau et puis un peu solitaire devant son ordinateur. Et en même temps, j'ai la campagne qui me tend les bras en permanence. Donc, c'est un circuit vertueux. Voilà. Et justement, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais vous, qu'est-ce qui vous a donné cette fibre écologique il y a quelques années? Je crois que c'est depuis tout petit. En fait, j'ai aussi eu des exemples en fait dans ma famille, des modèles entre guillemets. J'ai un cousin qui 10 ans avant moi avait fait l'agro, donc une école d'agronomie, et j'ai un peu suivi ses traces. Voilà. Mais c'est vrai que la nature, ça a toujours fait partie de ma vie, quoi. Et vous l'observez davantage ou alors comment quel rapport vous avez avec la nature?
Moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dehors, déjà parce que je fais moi-même mon bois de chauffage. Enfin voilà, je vis un peu en circuit fermé. On a plein d'arbres fruitiers. On passe beaucoup de temps à faire eh ben, on va dire des confitures. Enfin voilà, on vit avec les saisons, quoi. Après, j'ai aussi des avis partagés par rapport à l'écologie sur l'agriculture, sur la déforestation, ce que je vois même autour de moi, hein. Tout ce que peuvent engendrer les dégâts de pesticides. Donc voilà, j'observe aussi la baisse du nombre d'oiseaux, des abeilles. Et ça me préoccupe quand même beaucoup. Donc j'essaye de replanter des haies, j'essaye de faire des actions en faveur, enfin, à ma petite échelle, hein, mais des actions pour redynamiser la biodiversité. Voilà. Et quel regard vous portez sur le débat aujourd'hui, sur le débat écologique? Je trouve qu'il est crucial, essentiel. Pour moi, c'est quand même le levier sur lequel il faut agir maintenant parce que ça devient quand même urgent de préserver la planète. Je pense que ce n'est pas incompatible avec l'économie. Il y a forcément moyen de développer l'économie et l'écologie en même temps. Je pense que le virage est en train de se prendre, en fait, quelque part. Avant, on opposait vraiment les deux. Les écologistes étaient un peu considérés comme des babacools, 68 heures et autres. C'est en train de changer complètement, même avec les mairies qui passent, on a Grenoble, puis il y a plein d'autres exemples comme ça qui prouvent qu'en fait, on peut arriver à concilier l'économie et le social et l'écologie. Et je pense que c'est l'avenir, en fait. On est en train de basculer et je pense que ça va basculer, j'espère en tout cas que ça va vraiment s'orienter dans ce sens-là, quoi. Et dans votre vie, il y a aussi la littérature. Et pourquoi vous avez choisi la littérature jeunesse? Alors, moi, j'ai 4 enfants. J'ai toujours fait des petits spectacles dans les écoles. Ça fait faire plus de 20 ans maintenant. Et donc, c'est un public que j'adore. Ils me le rendent bien parce que je vais beaucoup dans les écoles. Ils font des choses incroyables. J'ai plein d'exemples à vous montrer. Par exemple, voilà un livre qui m'a été offert quand des CE1, donc qui ont fait leur portrait un peu comme dans les livres et qui ont fait des illustrations avec des histoires sur Paul Renard Vipère. Donc, je reçois beaucoup d'eux et en fait, c'est un public que j'adore parce qu'ils sont frais, spontanés. Voilà un autre exemple là, d'une classe qui m'a offert. C'est assez fantastique quand même, hein, ce qu'on trouve dans les écoles. C'est vraiment le public que j'adore, quoi. Ils posent des questions incroyables, ils sont spontanés. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'aller les rencontrer dans les salons, dans les classes. Enfin voilà, c'est vraiment un public que j'aime bien, quoi. Et donc justement, vous qui êtes sensible à l'écologie, est-ce qu'à travers vos livres, vous avez des messages à leur faire passer? Alors j'en fais passer dans Poule Renard Vipère. Alors évidemment, c'est romancé, hein. Mais dans Poule Renard Vipère, vous avez par exemple, donc les 3 peuples vivent sur 3 territoires différents, mais il y en a un qui est menacé, notamment celui des vipères, par la montée des eaux de l'océan. Et donc là, c'est un problème typiquement actuel. Donc ça va entraîner des migrations, ça peut entraîner la disparition d'espèces, et il va falloir qu'ils trouvent une solution pour continuer à vivre ensemble. Donc c'est le message qui passe principalement dans Poule Renard Vipère. Oui, mais il y en a un autre quand même, il y a un message de tolérance aussi dans cette trilogie. Tout à fait, oui, aussi. J'ai des enfants qui m'avaient posé la question une fois, pourquoi poules, renards, vipères? Enfin, pourquoi des poules, des renards et des vipères? Et alors, évidemment, ça rappelle le jeu, mais pas que, c'est-à-dire que, en fait, finalement, ils apprennent à se découvrir les uns les autres. Alors, ils se pensent ennemis, mais en discutant, ils s'aperçoivent que finalement, ils ne sont pas si différents de ça les uns des autres. Et c'est aller à la rencontre de l'autre pour s'apercevoir qu'on peut finalement s'entendre. Donc, l'ennemi, on le regarde différemment. Donc, effectivement, il y a un message d'amitié, de paix, de tolérance, en plus du message écologique. Et sinon, en règle générale, quel est le point de départ d'un livre? C'est très variable. Je crois que j'ai tout expérimenté. Je peux partir d'un titre. Là, par exemple, pour le Renard Vipère, je suis parti du titre. Mais souvent, on n'a pas le titre.
Donc souvent, ou alors pour À chacun son rêve qui est pour adultes, c'est la fin qui m'a inspiré. Voilà, j'ai eu j'ai une idée de fin. Donc moi, non, en fait, il n'y a pas de règle précise. Pour Mamie Cascade, c'est le titre aussi qui m'est venu en premier. Donc après, je déroule. Mais ce sont des lectures, ce sont, je sais pas, des émissions que vous pouvez voir à la télévision, à la radio, des lectures. Ça peut partir de là? Ah, ça peut partir de là. Ou alors vous allez réfléchir dans votre jardin. Aussi. En fait, l'histoire se structure à différents endroits. Pour le renard vipère, c'était en me promenant, donc voilà, dans la nature, que j'ai tout un peu structuré comme ça. Il y a des fois, on lit un article de journal ou un titre, et là, paf, ça nous donne une idée. Souvent, moi, c'est le matin quand je me lève. Le soir, je ne suis pas très efficace. Voilà. Et puis, c'est vrai que l'inspiration, c'est un peu magique. Hein. Je pense que tous les auteurs ont une idée sur la question. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre cerveau au moment où tout d'un coup, une idée nous traverse la tête. Est-ce que pour vous, l'écriture est un travail laborieux dans le sens où ça vous prend beaucoup, beaucoup de temps? Alors, quand j'étais pas édité, en fait, parce que moi, je considère que j'ai deux périodes. Une période où j'écrivais dans mon coin avec les retours familiaux exclusivement, on va dire. Et après, une période où, à partir du moment où j'ai rencontré un éditeur, je trouve que la façon d'écrire a changé. Avant, j'étais libre, je ne me posais aucune question, j'écrivais au kilomètre, quand je voulais, où je voulais. Après, quand on commence à être édité, on a une relation plus intense avec l'éditeur, ce qui est bien parce que ça nous permet de nous améliorer. Mais du coup, ça ressemble encore plus à un vrai travail, quoi. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps, sur le tome 2 notamment de l'École des rêves. Et puis, vous aimez bien jouer avec les mots aussi, notamment dans la trilogie, dans le nom des personnages. Voilà, Mademoiselle qui glousse, il y a Faubec, il y a Madame Écaille, il y a Filvite. Vous jouez beaucoup avec les mots? Vous aimez bien ça? Dans les deux romans, oui, ça, j'ai toujours aimé les mots. Il y a des fois, ils viennent tout seuls, des fois, ils prennent un temps fou à trouver. Des jeux de mots, il y en a beaucoup, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire, notamment, même quand j'étais petit, quand j'écrivais des poésies, là, on est obligé de les choisir, vraiment. Et c'est un jeu que j'adore. Et effectivement, il y a pas mal de jeux de mots. Célis en est un, par exemple. Les enfants ne le repèrent pas facilement. Mais Célis, donc le prénom de la vipère, c'est parce qu'une vipère, c'est lisse, en fait, une surface lisse. Donc c'est lisse, voilà, tout simplement. Et alors justement, Poule Renard Vipère, c'est une trilogie. Et des enfants vous ont demandé s'il y aurait une suite et vous leur avez suggéré d'écrire la suite. Vous avez eu des retours? J'ai déjà des suites. Des enfants qui m'ont écrit des suites par chapitre, en plus, ils sont structurés. Ouais. Je crois que la meilleure suite que j'ai eue, c'était donc c'est une petite fille de CM2 qui m'a envoyé donc son histoire, qu'il a appelée les J-souches, parce qu'en fait, c'est des souris géantes qui arrivent sur le territoire des trois amis là. Donc c'est bien fait. En fait, c'est un bateau qui arrive, voilà. Qui sont cachés dans la campagne, ils voient le bateau arriver, ils disent oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis donc il y a des souris géantes qui débarquent de ce bateau et ils pensent que ça va être la catastrophe et en fait non, elles sont très gentilles, leur apprennent à cultiver parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un problème de nourriture dans la trilogie. Les enfants sont assez terre à terre, hein. Donc eux ils disent mais ils mangent quoi? Mais comment ça se passe? Voilà, ils posent des questions très très concrètes. Donc voilà, donc j'ai eu plusieurs suites. Et je crois qu'une petite fille qui a lu ça il y a 3 ans, en fait, quand la trilogie est sortie, et qui voulait écrire les origines, en fait. Donc, qui voulait écrire Poule Renard Vipère origine. Voilà. Donc ça, je pense que un jour, il va y avoir des suites. Mais c'est bien parce qu'ils me posent tous la question, on veut un tome 4, en fait. Moi, je préfère qu'on reste à 3 et puis que voilà, c'est logique en plus pour le renard vipère.
Et que ce soit eux qui développent leur imagination. En classe, des fois, on me lit des suites aussi, puisqu'ils ont respecté les consignes du tome 3. Voilà. Mais c'est fantastique parce que ça leur développe, l'imaginaire est très, très foisonnant, en fait, chez les enfants. Bien, Paul Ivoire, vous avez réservé une surprise cet après-midi. Vous avez convié donc Miss Patty à cette rencontre. Oui. Bonjour, Miss Patty. L'illustrateur a vraiment un rôle important. Ben oui, on va en parler. C'est la première chose qu'on voit, en fait. Un livre, c'est la couverture. Et c'est vrai que c'est fondamental. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Moi, je suis toujours fasciné par les illustrateurs. Moi, je suis pas très bon en dessin. Et après, Miss Patty me dit oui, mais moi, je pourrais pas écrire. Enfin, c'est compliqué. On a chacun notre. Ah, Miss Patty. Coucou. Bonjour, Miss Patty. Bien. Et comment vous travaillez tous les deux? Alors moi, j'ai été contactée par la maison d'édition. On ne se connaissait pas à la base. Et on s'est découvert au fur et à mesure. Donc, c'est la maison d'édition au début qui a fait le pont. Et finalement, on a trouvé que c'était plus pratique de discuter. Avant, on passait, Paul, on passait par l'éditeur. Oui. Et on a trouvé que c'était plus pratique à un moment pour partager la vision parce que moi, j'avais des questions à chaque fois sur des choses ou d'autres, parce que je reçois le texte et il faut que j'interprète le texte. Et j'avais toujours peur de ne pas respecter la vision de l'auteur. Et donc, j'avais toujours des petites questions, quoi, notamment. Alors, comment vous êtes emparé, justement, de cette histoire des poules, renards et vipères? L'éditeur m'avait contacté parce que je dessine beaucoup de renards. Et donc, j'étais vraiment ravie forcément, le premier mot dans le titre, c'est renard. Donc, c'était vraiment super, quoi. Et j'ai fait beaucoup de gribouillage pour arriver à trouver ce que je voulais. J'ai partagé et j'ai eu des premiers retours, mais ça s'est fait très naturellement, en fait. J'ai très vite trouvé le ton et ce que ça allait donner, en fait, le côté épique, la nature, les animaux, l'expressivité. Puis j'aime bien c'est avant tout une histoire d'amitié aussi, donc ces trois personnages qui sont très attachants. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à dessiner la dernière illustration parce qu'il fallait leur dire un peu au revoir, quoi. C'était dur. Salut Zora. Et justement, comment ils sont nés ces trois... Coup de fiction. Comment est né Albin et comment il s'est dessiné, donc Albin, le petit poussin? Il s'est dessiné très 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 vite. Salut Albin. Il s'est dessiné très facilement et très vite. En fait, j'ai même pas cherché de la documentation finalement. Où je pensais que j'ai essayé vraiment que ça sorte assez naturellement et il est vraiment né très rapidement, quoi. La plus grande difficulté, c'était qu'il y avait beaucoup de personnages, en fait. On ne se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de personnages. Et il fallait... il y a un groupe de poules, un groupe de renards, et sur une dizaine de renards ou une dizaine de poules, il fallait bien qu'on les reconnaisse les unes les autres. C'était là, vraiment, le vrai challenge, c'était là, en fait. C'était qu'entre un poussin et un autre poussin, il ne fallait pas qu'on les mélange, il fallait qu'on comprenne bien et le caractère et en même temps qu'on les reconnaisse visuellement, quoi. Et Célis aussi, ça a été facile de... Non, Célis, ça a été le plus dur parce que je me suis dit... C'est super, Célis. Je me suis dit comment je vais dessiner un serpent expressif parce qu'il fallait qu'il transmette quand même des émotions. Et un serpent, c'est un tube, hein, quand même. J'exagère un peu, mais il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de... Et ça a été très très dur pour que je trouve en fait ce que je voulais et qu'on voie que c'est un petit serpent aussi, cet aspect-là. Et finalement, j'ai trouvé le truc et je suis contente parce que les enfants, à chaque fois que je fais un dédicace, que je vais en rencontre, les enfants, ils adorent Célis, c'est leur personnage préféré. Vraiment. Confirme aussi, oui. Oui, toi aussi, tu as les mêmes retours. J'aurais pensé que le renard était plus populaire ou le petit poussin, mais non, c'est vraiment Célis qui leur plaît énormément, quoi. Alors à chaque fois, je dessine beaucoup de Célis. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre vous deux pendant le travail? Pas tellement, finalement. Pas tellement, non.
peut-être finalement sur le dernier tome où on se connaissait un peu mieux et il y avait plus de questions techniques. Il y avait des C'est tellement bien que j'avais pas de remarques, moi. C'était très tellement gentil. beau. C'était bien de travailler avec Paul parce qu'il est très gentil et il était très ouvert. Non, et puis Paul m'a beaucoup aidé. Par exemple, j'avais un souci pour dessiner à un moment la carte du territoire et j'arrivais pas à visualiser le truc. Et Paul m'avait fait un dessin. Et c'est la base de son dessin que j'ai repris et embelli, rendu voilà, avec mon style. Mais c'est vraiment la carte que Paul avait dessinée, en fait. Parce que j'avais vraiment du mal à voir la topographie comme lui, quoi. Il fallait que je rentre dans sa vision. Et donc, c'est nickel, quoi. C'était vraiment bien ça. J'ai bien apprécié comme échange, quoi. Et justement, en fait, être illustratrice, c'est se mettre au service d'une histoire et en même temps d'un auteur ou d'une autrice? Oui. Souvent, on est contacté enfin, encore avec Paul, là, on a pu se rencontrer, mais moi, je fais des illustrations sur des romans où je rencontre même pas les auteurs. Donc, c'est à moi de m'effacer. Je suis là pour illustrer. Je ne dois pas prendre le dessus sur l'histoire ou sur le personnage. Et je dois apprendre à donner le meilleur du texte, quoi. Et des fois, aller un peu entre les lignes si j'arrive pour créer l'univers. Il faut créer l'ambiance, voilà, c'est ça. C'est créer l'ambiance du roman, finalement. Et vous, Paul, qu'est-ce que vous attendez d'un illustrateur ou d'une illustratrice? Comment vous envisagez le travail avec eux? Moi, je suis fasciné par leur travail. Donc, moi, c'était une joie absolue de savoir que le livre allait être illustré. Déjà, ça, pour moi, je trouvais ça super. Il y a toujours une petite part d'appréhension au début quand les personnages arrivent, parce que nous, on a notre imaginaire, et surtout, alors, moins moi que mes enfants. Parce que alors, mes enfants, c'était les pires. Là, il fallait surtout pas toucher à leur imaginaire, parce que ça faisait un moment qu'ils avaient lu la trilogie. Et alors, ça a été super quand ils ont vu les trois, la première couverture là, que je tiens dans les mains, ça a été « Oh, c'est génial, c'est top !» Et donc ça c'est super. Et je me suis dit, ouais, là, on a vraiment bien fait de choisir. Enfin, c'est aussi Manon, l'éditrice de Pulp Fiction, là, qui en fait, ensemble, avec l'éditrice, on avait regardé les blogs. Et elle m'avait dit, oh, regarde, Miss Patty, c'est super ce qu'elle fait. Et j'avais dit, ah ouais, c'est super. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite. On se dit, alors là, c'est des animaux, donc ça m'a moins fait ça que pour l'École des rêves où il y a des personnages. Et là, alors c'est pareil, j'adore ce qu'a fait Antoine Brivet sur l'École des rêves. C'est super, hein, il est vraiment très très fort. Et donc, c'est deux belles rencontres, quoi. Enfin, pour moi, l'illustration, enfin, moi, je suis baba devant. Quand Patty me fait une dédicace en direct, je dis, mais comment elle fait? Enfin, voilà. Donc, non, moi, j'adore et puis, je trouve que c'est vraiment un travail commun. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vraiment les deux ensemble, quoi. Et c'est la première chose qu'on voit, c'est la couverture d'un livre. Donc, c'est le travail illustrateur et il est essentiel, fondamental. C'est la première vision. Les enfants voient la couverture, ils disent, oh là là, ça me plaît. Enfin, on voit en salon aussi. Hein. En salon, ils n'ont pas le texte. Donc, ils voient de loin, ils voient la couverture, ils disent, oh là là, ça a l'air super. Et après, ils feuillettent, ils voient les dessins à l'intérieur. Enfin, voilà. C'est quand même vraiment la vitrine absolue, l'illustration. Donc, voilà. Et ce sont vos enfants donc, qui donnent leur avis à chaque fois? Et vous suivez leur avis? Ah oui, oui. J'ai des enfants. Alors, j'ai la chance d'avoir des enfants, ils sont grands maintenant. Hein. Ils sont intransigeants, ils font pas flat du tout. Alors là, moi, je peux pas me prendre la grosse tête avec eux, pas du tout. Donc, c'est pratique. Voilà, donc, c'est très sincère, c'est brut de décoffrage. Voilà, c'est pratique d'avoir des lecteurs un peu critiques à la maison quand même. Et donc, vous attendez leur retour aussi bien sur le texte comme sur l'image? Oui, dès que je reçois quelque chose qui vient des éditeurs, je leur montre, on en discute ensemble. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Hein. Quelque part, on fonctionne avec les gens qui sont dans la maison, c'est plus pratique. Puis on leur fait confiance aussi. Ils sont pas là pour nous dire qu'on écrit n'importe quoi. C'est des encouragements en même temps. Donc, voilà, on craint pas leur jugement. C'est vrai que des fois, en revanche, Ouais, vas-y, Patty. Je disais, ils sont critiques. En plus, ils osent dire si ça leur plaît pas, alors que si on demande à quelqu'un d'extérieur, il va pas oser nous froisser. Et, moi, je sais que mon fils, il me dit texto, ça va pas, c'est moche. Enfin, voilà.
C'est ça. Ah oui, donc ils sont très directs alors. Ah oui, très direct. Ils passent pas par quatre chemins. Hein. Et donc d'ailleurs, il y a Sylvie Dongario qui vous écrit Miss Patty pour vous dire que vos personnages sont attachants. Ah merci, c'est gentil. C'est vraiment ce que je voulais transmettre, c'est retrouver le côté très attachant des personnages. Enfin, en tout cas, l'attachement que moi j'ai trouvé en lisant le texte. Vu que c'était toujours un plaisir de redécouvrir à chaque fois que je recevais le tome. En plus, je le recevais en avant-première, avant tout le monde, je le lisais. C'était vraiment super et j'avais un fort attachement aux trois personnages. Et vous aviez décidé ensemble des illustrations de quel moment du livre vous vouliez illustrer? Non, enfin moi, c'est pas moi qui m'en occupais, je recevais le texte. C'était pas toi non plus, Paul? Non, en fait, moi, j'ai fait le 1 avec Manon, donc l'éditrice. Ouais. On était tous les deux, on a passé 4 heures à éplucher le texte et à dire on en veut une là, une là, une là. Parce qu'en fait, c'est une commande, hein, quelque part. Je crois qu'il y a 50 illustrations, il y a 38 cabochons et 12 pleines pages, en fait, par tome. Et du coup, on a réparti pour pas que toutes les pleines pages soient au même endroit, puis en fonction des scènes et tout ça. En revanche, le 2, j'ai rien fait. Donc là, le 2, c'est pas moi qui ai fait. Et je suis revenu dans le 3 pour le découpage. C'est compliqué, il faut que ça soit équilibré en fait dans le volume quand on le feuillate, qu'il n'y ait pas tout au début ou tout à la fin. Et en même temps, il faut trouver les temps forts de l'histoire ou les temps graphiquement intéressants. Après, l'éditeur était ouvert. Si j'avais vraiment des moments où je bloquais, je n'arrivais pas à dessiner telle ou telle scène ou que ça ne m'inspirait pas, j'ai proposé, alors que je ne me rappelle plus où c'était à des moments, je disais, ce serait peut-être mieux cette scène-là, tu la sens mieux, je trouve qu'elle serait plus graphique, parce qu'il faut aussi voir le côté graphique. Mais bon, c'était vraiment rare. En général, c'était bien trouvé. L'éditeur, il a l'habitude de ce genre de découpage. Il sait comment ça fonctionne. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Et je vous laisse avec les lecteurs, lectrices et avec Louise. Merci Maryse. Merci à vous. Il y a Adeline là, qui coucou Adeline, là, j'ai vu que tu avais dit Antoine est très fort. Adeline, c'est une autre autrice qui est illustrée aussi par Antoine Brivet. Voilà, parce qu'en fait, on est avec plein d'autres auteurs de séries et tout ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maryse. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, Miss Patty, il me semble que vous nous avez proposé de faire un petit dessin en live. Donc, je vais vous laisser vous installer pour le dessin. D'accord. Alors, je coupe la caméra et je la remets sur ma planche à dessin. À tout de suite. À tout de suite. Et en attendant, Paul, donc, on a pu voir que vous avez plusieurs peluches en stock. Exactement. Celui-là, c'est le plus gros. Oui. C'est celui qui m'a inspiré l'éléphant dans l'école des rêves. D'accord. J'ai pas été chercher loin, en fait. Et donc, Antoine, il l'a transformé en un éléphant, voilà. Voilà, l'éléphant de l'école des rêves, c'est celui que je tiens dans les mains. Ah, donc à chaque roman, une peluche, en fait. Exactement, oui, tout à fait. Bien, très bien. Je vois que Miss Patty est prête pour dessiner. Est-ce que vous avez un dessin en tête avant de commencer? Alors, j'ai un peu triché parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai commencé à dessiner un renard. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. J'ai fait un dessin. Ah, super. Oui. Et je dispose de peu de temps. Je me suis dit que ça me permettrait d'avoir quelque chose d'un peu fini parce que le dessin, ça peut être assez long. Renard vipère, les illustrations pouvaient me prendre d'une journée à plusieurs jours parfois. Donc, on n'aura pas tout ce temps-là. On ne va pas pouvoir prendre toute l'après-midi quand même. En tout cas, il nous reste encore du temps pour le live, donc vous n'êtes pas pressés. Au contraire. Et Patty, toi, tu arrives à dessiner tout en tenant une conversation ou c'est difficile? Si, je peux. J'allais justement vous dire si vous voulez poser des questions ou si vous voulez continuer à parler, il n'y a pas de souci, je peux suivre.
D'accord. Oui. Alors, est-ce que justement, vous pouvez en profiter pour nous expliquer comment est-ce que vous commencez votre dessin? Est-ce que vous avez une technique en particulier? Alors, dans le cas pour illustrer un roman, ce qui est important, c'est de trouver l'esprit du texte. Et il faut d'abord que je trouve une composition. Là, je suis partie sur un personnage assez simple, donc ça va, c'est difficile. Mais sur une composition, je vais chercher d'abord à équilibrer sur la page ce que je veux raconter. Un dessin raconte d'abord une histoire. Et dans une illustration, donc qui illustre un texte, c'est un peu redondant, mais l'important, c'est ça, c'est de raconter une histoire. Voilà. Je sais pas si... Oui. On peut voir que donc oui, vous partez sur la renarde de Zora, donc un peu votre personnage préféré en fait, on peut dire. Alors je dessine beaucoup de renards. Il doit y avoir des renards. Par contre, je aussi, mais je fais de la bande dessinée. Dans mes bandes dessinées, il y a des renards, et dans beaucoup de mes dessins, il y a souvent des renards. C'est vraiment un mot que j'aime bien. Et c'est celui qui me donne le moins de fil à retordre à dessiner. C'est comme je disais, j'ai eu pas mal de peine par exemple sur les serpents. Ça a été un peu plus difficile pour moi. Pas souvent. Donc voilà. C'est amusant parce que le serpent, c'est vraiment, on a l'impression que ça a été facile en réalité. Parce qu'il est vraiment tellement réussi qu'on se dit, ah ouais, ouais. Bah écoute, ça fait plaisir parce que j'ai pris beaucoup de temps, j'avais fait beaucoup de copies pour trouver un moyen expressif. Et au final, je l'avais en main, mais il m'a fallu du temps pour savoir où j'allais, quoi. Alors que sur Zora, je savais comment dessiner un renard, quoi. Je me suis pas trop posé la question. Et on a une question de Adeline qui nous demande, question matérielle, c'est quoi la marque de votre pinceau à recharge d'eau? Alors, j'utilise un pinceau. Est-ce qu'on va voir la marque? Alors, oui, là on le voit. C'est un pinceau Pentel. Il y a plusieurs marques qui font ça, mais mes préférés, ce sont les Pentel. Et là, c'est une pointe fine. Donc, c'est un stylo qu'on recharge d'eau. Et j'ai une petite palette que j'ai faite moi-même d'aquarelle. C'est juste de l'aquarelle. Elle est toute petite, ça me permet de la transporter partout. Et donc, on peut, comme ça, sans avoir un pot pour piocher de l'eau, récupérer. Donc, c'est Pentel. D'accord. J'ai le droit de dire la marque. Après, c'est votre matériel, donc je pense que oui. Donc, en tout cas, on voit très bien le dessin, c'est très joli. On voit prendre forme. Alors là, bien sûr, je dessine à la main, à l'aquarelle, mais bon, pour le renard vipère, c'est en noir et blanc. Oui. Et donc, dans Poule Renard Vipère, on voit plein d'autres personnages. Lequel, en dehors des trois principaux, a été votre préféré à créer, à écrire ou alors à dessiner? Alors là, c'est une bonne question. Je me suis beaucoup amusée sur tous les personnages. J'aimais bien les personnages un peu méchants, qui avaient des connotations parce qu'ils sont plus marrants et plus marqués. Au niveau des caractéristiques, c'est plus rigolo à dessiner, quoi. Donc, tous les personnages un peu plus méchants. J'ai bien aimé dessiner le comte d'Ergo aussi. Il était très drôle avec son côté. Lui aussi, il est méchant. Ouais, avec son côté un peu drôle. Guerre le solitaire, il est abominable. Alors, on peut voir le dessin, je le montre en même temps. Oui, effectivement, oui. Et vous, Paul, quel personnage a été votre préféré à justement écrire en dehors des trois principaux? Moi aussi, j'aime bien les méchants. Et il y a des méchants chez les poules. Griffsec, pour moi, c'est le méchant que j'ai adoré d'écrire, en fait.
C'est presque plus facile vraiment de décrire les méchants parce qu'on force pas trop le trait de caractère, on devine tout de suite qu'ils sont méchants, quoi. Même avec le prénom, hein, Griffe Sec, on sait que Griffe Sec, ça va pas être un gentil. Et c'est agréable, quoi, d'avoir des bons méchants. C'est vrai que c'est sympathique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que vous avez, avant de choisir la renarde, le gypro et le poussin, est-ce que vous avez hésité avec d'autres personnages de la nature, enfin d'autres animaux? Alors, pour moi, la question, non, c'est pas posée, puisque, en fait, Poule Renard Vipère, c'est un jeu de cours d'école. Et donc, ça s'est venu naturellement, en fait. J'ai pas eu besoin d'ajouter d'autres animaux dedans. En revanche, là, en ce moment, j'écris une autre histoire pour des CE1, c'est dans le cadre du feuilleton des Incorruptibles. Et donc, il y a 8 classes de CE1 qui sont dans toute la France, avec lesquelles on écrit un livre ensemble, en fait. Et ça, c'est super parce que les enfants me demandent, par exemple, la dernière fois, ils m'ont demandé d'ajouter un renard, alors que je n'en avais pas mis, pour le coup. Donc, j'ai quand même ajouté le renard. Et puis, ils m'ont demandé d'ajouter un putois. Donc, il y a plein d'animaux qui suggèrent d'ajouter eux-mêmes. Donc, j'ai même pas besoin de chercher, je les mets. Voilà. Alors, on est bientôt à la fin du dessin. On rajoute un peu des petits détails. Oui, mais un peu de verdure, là. Vous me dites quand... Parce que je peux rester comme ça pendant des heures. Non, mais justement, c'est très joli. En tout cas, Justine vous dit que c'est magnifique. Et elle a bien Alors, réussi. Justine, on peut lui faire coucou à Justine aussi, hein, parce qu'elle connaît Pulp Fiction, puisqu'elle est aussi une autrice de Pulp Fiction. Voilà. Salut, Justine. Alors, on a remarqué tout à l'heure que vous avez toujours un petit décor dans le monde des enfants. Vous, Paul, vous êtes entouré d'étoiles juste derrière vous. Et puis, Miss Patty, comme tout à l'heure, on a pu voir, vous avez aussi d'autres petites peluches et petits personnages enfantins. Ouais, moi, je suis très, très attachée au monde de l'enfance et aux jouets, à la littérature jeunesse, aux dessins animés aussi. En fait, mon bureau qu'on pouvait voir derrière, c'est un bureau d'animation des studios Disney, par exemple. Je suis passionnée par les studios Disney. Enfin, c'était toute mon enfance, quoi. Et on pourra le voir tout à l'heure dans Oui, votre livre de l'enfance. Effectivement, oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? La première fois? Oui. Parce qu'en fait, on ne s'est pas vu pendant toute l'écriture du tome 1 et l'illustration du tome 1, on ne se connaissait pas. Ouais. Et il a fallu qu'il sorte au mois d'août 2017. Et c'est seulement à ce moment-là que l'éditrice, donc Manon, et puis Alexandra Benz, qui est la directrice de jeunesse de chez Grunt, en fait, ils nous ont invités tous les deux et c'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Et Patty m'a offert, alors ce jour-là, elle m'a offert un tampon que j'ai encore là, qu'elle a elle-même sculpté dans une gomme. Donc, je le présente plus en dédicace celui-là parce que il a été abîmé à force d'appuyer sur la gomme. Mais donc, si on l'imprime avec le tampon, ça fait un petit Albin. Alors là, les enfants étaient complètement fous avec ce tampon. Donc les premiers livres qui ont été dédicacés, ils ont le tampon. Maintenant, je ne les fais plus. Donc, on sait que ceux qui ont le tampon, c'est vraiment les premiers des premiers. Voilà. Et comme on s'est revu il n'y a pas longtemps, Patty, elle m'a refait un autre tampon. Cette fois, donc alors là, celui-là, je ne sais pas si on voit bien. En fait, c'est une bagarre entre un serpent et un renard, donc c'est trop bien. Voilà. Deux personnages que j'aime bien. C'est avec. Alors, depuis ma technique, c'est une machine qui a des tampons. Et j'aime bien donner des tampons à mes auteurs parce que ils dessinent pas forcément. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir un petit dessin dans la dédicace, quoi. Donc, pour Marie. Donc, Marie, avec qui je travaille aussi chez Pulp Fiction, j'ai illustré Orphée à Fabula avec elle. Et,
Donc voilà, j'aime bien, c'est très sympa, quoi. Oui, c'est super, mais vraiment, c'est adorable même. Voilà, je crois que j'ai à peu près... Alors, pour revenir sur les tampons, Adeline demande quelle est votre machine? Ah, alors, est-ce que je l'ai sous la main? Je vais carrément la montrer. Donc, je suis dans mon bureau, je vais en profiter. Donc, c'est une toute petite machine comme ça. Et on glisse ici un espèce de petite recharge qui va imprimer en fait le tampon. C'est vraiment, donc c'est 6 watts mint. Et forcément, on met l'image sur un logiciel sur l'ordinateur et c'est très facile d'utilisation, quoi. D'accord. Voilà. Donc les premiers auront Albin, pardon, et puis donc les prochains auront la bagarre Oui. Voilà. en exclusivité. Donc, en tout cas, donc vous avez fini votre dessin alors. Oui, j'ai fini. Donc, hop, vous le voyez bien. Voilà. Oui, on voit bien les détails. C'est une Zora un peu plus jeune quand même. Hein. Je l'ai un peu rajeunie. C'est la jeunesse de Zora. Voilà. Très joli, merci. Alors, si vous souhaitez, je vais vous laisser changer de position de caméra pour ensuite nous retrouver. Alors, je me redéconnecte, à tout de suite. À tout de suite. Bon. Alors, si. Donc il y a peut-être des soucis de connexion Internet. Ah oui, Paul a été déconnecté. Miss Patrick est de retour et je vais redemander à Paul de revenir. Donc, ce sont les aléas du direct. Malheureusement. Alors, donc, comme ça, on peut voir aussi votre décor juste derrière. Il faut voir, voilà, juste mon bureau. J'ai mis plein de choses exprès pour vous, pour que vous, que vous puissiez voir la petite collection. Alors, donc Paul va bientôt venir. Alors, est-ce que dans le chat, des personnes auraient des questions en particulier justement pour Miss Patty au niveau des illustrations, de sa façon de travailler? Profitez-en, on peut regarder ça ensemble. Ou autrement, Miss Patty, est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour les jeunes qui souhaitent faire des illustrations et aussi devenir illustrateur plus tard? Je dirais pour être illustrateur, déjà on n'a pas souvent on me demande les études. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'études particulières. Il suffit de dessiner beaucoup en fait, d'aimer ça et de s'entraîner, dessiner beaucoup et de créer un site et de créer ses propres projets. Je sais que moi j'avais envie d'illustrer des romans justement et j'arrivais pas à trouver un éditeur qui acceptait, donc j'ai illustré un faux roman que j'ai créé et c'est comme ça que j'ai été repérée. Sur Cool Renard Vipère d'ailleurs. C'est grâce à ce faux roman. Donc il faut persévérer, travailler et avancer là-dessus, quoi. Le dessin, c'est une passion, quoi. Et il faut y aller à fond, quoi. Faut pas avoir de complexe et il faut dessiner ce qu'on est et ce qu'on aime. Et justement, Adeline demande... Oui, je suis revenu, j'ai une connexion horrible. Oui, c'est ce qu'on disait, donc les aléas du direct, mais en tout cas, tant que vous êtes de retour avec nous, c'est principal. Heureusement que Patty est là. Ouais, parce que là, j'ai pu répondre à une question en attendant. C'est super. Donc alors, on peut passer sur la phase de questions avec le public, donc n'hésitez pas si vous avez des questions justement, soit sur Cool Renard Vipère, soit sur l'école des rêves. Donc,
Moi, je vais poser plus de questions sur votre écriture, Paul. Vous avez déclaré dans une précédente interview que vous avez expérimenté à l'école différentes formes d'écriture, donc comme des poèmes, des scénarios, des pièces de théâtre. Est-ce que vous allez refaire des futures expérimentations pour un prochain ouvrage? Ben, je me sens bien avec le roman, donc je pense que je vais rester avec le roman. D'accord. Mais il y a tellement de variétés possibles dans le roman que, parce que entre l'adulte et la jeunesse, déjà, c'est pas pareil. Et puis là, je suis contente d'écrire pour des CE1, parce que là, on est sur un petit livre de 15 000 signes. Alors, 15 000 signes, c'est pas beaucoup, hein. Parce que pour le renard vipère, ça en fait 125 000 à peu près. Donc là, on est vraiment sur un plus petit, et je trouve ça vraiment intéressant d'écrire sur un tout petit roman, quoi. Ça oblige à concentrer les idées, ça oblige à concentrer le texte. Donc, en fait, je pense que je vais continuer à m'amuser avec le roman. Bon, la BD me tente quand même. Là, j'ai été contacté pour faire un petit scénario de pages là, pour un magazine qui s'appelle Plume, qui sortira en avril 2021. Et je me suis vraiment amusé à essayer de trouver des cases. Moi, j'aime bien le côté visuel aussi. Donc, et puis l'illustration, là, pour le coup, c'est encore plus génial. Parce que là, une BD, il n'y a que des illustrations, quoi. Oui. Donc, ouais, dans la BD, ça me tente pas mal aussi. D'accord. Et Adeline vous demande, quand vous écrivez, est-ce que vous faites un plan par chapitre assez précis ou est-ce que vous savez à peu près où vous allez quand vous écrivez au fil de l'eau, pardon. Oui, moi, j'écris au fil de l'eau et je corrige tout après. Le problème, c'est que les éditrices, elles, travaillent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il leur faut quelque chose de très structuré, très carré. Donc, on met plus de temps, mais on finit par y arriver quand même. Mais c'est là, pour le coup, moi, je fais un effort. Être obligé de dire ce que je vais mettre dans tel ou tel chapitre, pour moi, c'est dur. Donc, généralement, j'écris tout à la file. Tant pis si ça fait 100 000 signes de plus, mais après, je redécoupe. Donc, en fait, je suis un peu comme Justine, je crois que je vois dans les listes, là. Donc, on écrit tout et ensuite, on refait notre synopsis après. Ce qui, bon, ça gagne pas du temps. Ah oui, ouais. C'est vrai que des fois, je préférerais avoir tout structuré avant, mais bon, les idées me viennent en écrivant, moi. Donc, c'est compliqué. J'ai une idée que j'aurais pas eue si j'avais fait un plan. Alors, je sais qu'il y en a qui font des plans archi détaillés, tout ça. On fonctionne tous différemment. Et moi, je suis plutôt au fil de l'eau. D'accord. Sur cahier. Sur cahier. Sur cahier, et c'est abominable. Quand je montre ça aux enfants, en fait, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est bourré de ratures. Des fois, voilà, il y a des notes de musique parce que j'écris des musiques de temps en temps qui passent par la tête en même temps. Donc, c'est vraiment atroce. Hein. Il y a du vert parce que j'ai plus de stylo noir. Enfin, heureusement, je retape après. J'aime bien, je trouve ça magique. Tu m'avais montré tes carnets, c'est assez fou, quoi. C'est comme le carnet d'un magicien, quoi. Oui, je sais pas si c'est de la magie. Et c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en BD, on est obligé de compresser un nombre de pages. Et là, je travaille sur une BD et c'est vrai qu'il faut vraiment savoir ce qu'on va faire pour gagner du temps. Et c'est carrément une écriture différente. Et, ah oui. Ouais, c'est difficile de rentrer dans le nombre de pages vu que c'est très normé. Et justement, un nombre de cases. Je laisse continuer. C'est vrai qu'on peut se couper de temps en temps avec la connexion, c'est possible. Mais pour revenir sur les BD, Justine vous demande justement à tous les deux, est-ce que vous allez faire un projet de BD peut-être plus tard à vous deux, entre tous les deux? Moi, j'adorerais. On aimerait bien. Paul m'avait proposé, mais là pour l'instant j'ai un planning plein, donc j'avais pas le temps. Et à un moment, on aurait bien aimé adapter pour le renard vipère en BD, par exemple. Ça aurait été chouette, quoi. Mais bon, après c'est les éditeurs aussi, et c'est comment. Ça c'est pas terminé cette histoire d'ailleurs. J'ai pas eu de retour, donc je peux pas dire. Je sais pas où ça en est non plus. On avait eu une proposition, mais voilà, ça s'est pas concrétisé encore, en tout cas.
Bon, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, tout est un peu en stand-by aussi, je pense. Il faudra attendre l'année prochaine, quoi. Donc, affaire à suivre alors. Oui, à suivre. Ouais. Mais c'est fort possible. Moi, j'adorerais, hein, évidemment. On n'est pas tout près l'un de l'autre aussi. Je trouve que c'est moins évident de travailler à distance. Oui. Il faut traverser la France, quoi, pour se voir, donc c'est pas simple. Oui, c'est compliqué, ouais. Adeline nous demande, est-ce que Pulp Fiction édite de la BD? Non, mais moi, je publie une bande dessinée, je vais vous la montrer, avec donc l'éditrice de Pulp Fiction. D'ailleurs, c'est un poulpe, le héros, parce qu'elle m'avait demandé, dans le cadre de Pulp Fiction, d'écrire une histoire avec un poulpe. Et finalement, on l'a fait en BD, donc c'est chez Stalom, qui est le même éditeur, en fait, c'est un sous-groupe de l'éditeur. Donc, pour la BD, si vous voulez en lire de chez Pulp Fiction, enfin, en tout cas, chez le même éditeur, c'est Stalom. Ils ont plusieurs titres qui sont très marrants. Ouais, je fais de la pub en même temps, j'en profite. Et puis, on peut voir aussi la petite peluche des poulpes juste en dessous. Ah, bah, moi aussi, je peux rivaliser. Je défais mon décor. Voilà, oui. Ouais. Parce que moi, le mien, il est dans l'école des rêves en plus, hein, lui. Ah oui, tu l'as mis. Oui, il s'appelle Liver dans l'école des rêves. Ah. Et en vrai aussi, d'ailleurs. Ça lui va bien. C'est Liver. Donc, justement, pour revenir sur l'école des rêves, on peut voir à la fin que l'école se situe donc au château de Chambord à peu près, donc vous en êtes inspiré. Alors, le château de Chambord, il est là. J'aurais vraiment adoré avoir des cours dans le château de Chambord, moi. C'est un dessin qui a été fait par ma fille, donc il est dans le livre, hein, mais elle y a passé une semaine, c'est tout à la main et tout, pas décalqué, rien, c'est juste comme ça à partir d'une vue aérienne. Et moi, c'est vraiment un château que j'ai visité 2 fois et à chaque fois, c'est juste fantastique. On s'était mis, tous les enfants, donc mes 4 enfants, parce que là, j'avais déjà écrit l'école des rêves, mais c'était pas du tout édité. Et on s'était promené dans le château comme si on était dans l'école. Et ensuite, on s'était mis dehors du côté jardin pour le dessiner, en fait. Et donc, on a tous nos dessins du château. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Donc, le château, bon, ah oui, il est quand même vraiment fantastique, hein, si vous ne l'avez jamais vu. Moi, j'ai des enfants qui ont lu l'école des rêves et les parents m'écrivent en me disant il faut absolument qu'on y aille. Il veut absolument aller voir l'escalier à double volet de Léonard de Vinci. Il veut faire la course dans l'escalier. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font avec le château. Alors, je sais qu'ils ont la librairie du château, il y a une librairie à côté. Normalement, ils l'ont. J'ai pas eu d'informations supplémentaires, mais c'est vrai que c'est super. Alors, j'adorerais faire une dédicace dans le château. Ce serait fantastique. En tout cas, pour ceux qui iront l'école des rêves, ou alors qui l'ont déjà lu, lorsqu'ils iront au château de Chambord, ils pourront se plonger encore plus dans le livre et un peu y être en réel, en fait. Ouais, c'est ça. Et dans chacun de vos romans, vous mettez aussi des fiches pédagogiques pour les enseignants. Comment est-ce que vous imaginez justement ces fiches-là? Est-ce que est-ce que vous les imaginez en même temps que l'écriture du livre, plutôt après? Alors, en fait, c'est l'éditeur qui a lancé ce système. Et moi, j'ai vraiment la chance de travailler avec des enseignants qui sont des maîtres formateurs à Dijon, notamment Angela Casanova et Laurent Féménias qui sont dans l'école Mouille à Dijon, qui m'ont vraiment fait un travail remarquable. Et moi, ça me sert aussi dans les classes, en fait, parce que par rapport, par exemple, l'approche sur la couverture, donc là, on trouve ça dans Paul Renard Vipère, rien qu'à l'observation de la couverture, on a plein de choses à regarder, en fait. Et ça m'a beaucoup servi avec des CE1 qui n'avaient pas lu le livre, pour leur demander d'imaginer comment ils voyaient les personnages, comment ils pouvaient évoluer et tout ça.
Voilà, donc c'est vraiment très utile. Ils sont très forts, hein. En plus, moi, j'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça d'exploitation pédagogique à partir de ces livres-là. Et c'est incroyable tout ce qui peut être traité en classe, en fait. Vraiment une super initiative. Donc, on peut voir également qu'il y a des chansons à compléter. Est-ce que c'est vous qui les avez composées? Oui, là, j'ai pas ma guitare sur moi, mais à chaque fois que je vais dans une classe, je leur chante la chanson de Albin, Zora et Célis. Et ça a un très grand succès. J'ai même, en fait, en ligne, on a mis une bande son où on laisse des trous pour que les enfants puissent composer des paroles eux-mêmes et chanter avec nous. Donc, c'est avec ma famille, on a fait ça dans notre salle. On s'est enregistré, puis voilà. Et j'ai même été accompagné des fois par des enfants au ukulélé, des petites 10 ans au ukulélé. Ça, c'était dans le Jura, c'était vraiment extraordinaire. En plus, ils battaient la mesure, ils disaient non, vous partez pas là. Enfin, c'était incroyable. Ouais. Donc la musique, c'est ma deuxième vie, hein. Je fais quasiment autant de musique. Enfin, maintenant un peu plus d'écriture, mais j'adore la musique. Et on peut voir justement quelques exemples de fiches pédagogiques. Donc, il y en a également sur l'école des rêves, pour ceux qui sont intéressés. Donc, est-ce que vous les avez fait en même temps? Est-ce que, par exemple, vous les avez fait avec vos enfants? Alors, en fait, moi, ils connaissent tout par cœur, donc ils connaissent vraiment toutes les réponses, parce qu'il y a des jeux, hein, elles sont super bien faites, hein. Les enseignants, ils sont très, très forts, hein. Là, il y a vraiment plein de pistes, donc il y a des flèches. Là, on voit, il faut donner ce qu'on voit. Enfin, il y a toute une exploitation vraiment très intéressante. Mais non, les enfants, ils n'ont pas fait, nous. Ça a beaucoup de succès auprès des enseignants ou des parents qui veulent faire travailler leurs enfants, mais de manière un peu ludique. Puis ils ont rajouté des images, donc la mise en page n'est pas trop... je trouve que c'est assez aéré, donc c'est vrai qu'à chaque fois, on en parle beaucoup en dédicace. Ça plaît beaucoup. Mon fils il commence à peine à lire bien, donc il a un peu du mal encore. Donc c'est un peu tôt pour lui. Donc peut-être plus tard alors, ou alors sur le futur roman de Paul. Oui, voilà. Et dites-nous tout, Paul, sur justement l'école des rêves, est-ce qu'on peut s'attendre à une suite? Est-ce que vous allez faire une trilogie comme pour le Renard Vipère? Alors, au début, c'est ce qu'on voulait faire. Là, on est parti sur un tome 2 déjà. Donc là, c'est bon, il est sur les rails. Je suis en train de le finaliser. Et donc déjà, c'est super qu'il y en ait au moins 2, parce que c'est vrai que l'univers, il est quand même assez vaste. Donc voilà, la suite sans problème. Et parce qu'on m'a demandé de la boucler, c'est-à-dire que c'est plus demande des libraires. De coup, là, c'est des contraintes un peu extérieures de faire des histoires qui se finissent. Même si c'est une trilogie, le tome 1, on voit, hein, il commence et il se finit. On se doute qu'il va y avoir une suite, mais on peut s'arrêter. Là, c'est pareil, donc je dois faire un tome 2 qui commence et qui se finit. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, on a beaucoup échangé avec l'éditrice, là, pour le coup, plus que pour le Renard Vipère. Mais il est sur les rails, et si jamais le 2 marche, donc je vous invite tous à le faire marcher. Il y aura peut-être un 3, voilà. Mais pour l'instant, rien n'est sûr sur le 3. Mais bon, moi, je souhaite qu'il y en ait un 3, parce que le 3, il est déjà écrit. Donc, moi, j'en ai écrit tellement des histoires là-dessus que voilà, il faut juste que je trouve quelque chose, mais ça dépendra aussi des contraintes économiques pour le coup. Voilà. Et Adeline nous demande, est-ce que vous avez déjà le titre du tome 2, si vous pouvez nous l'annoncer? Oui, il s'appellera L'Atelier des 1001 songes. C'est le lieu central où sont fabriqués nos rêves et nos cauchemars. Parce qu'on a tous, hein, je vois Patty, elle a sa petite bulle miroir, Louise aussi, on a tous notre petite bulle. Adeline, là, elle a sa petite bulle miroir. Et en fait, donc on rêve grâce à cet immense atelier des 1001 songes. Voilà. Et est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres figures de style? Vous avez imaginé votre propre vocabulaire dans l'école des rêves. Est-ce que vous allez encore plus exploiter des nouveaux mots? Ah oui, il y a de nouveaux mots.
faut pas que j'en mette trop parce que le problème d'inventer un monde parallèle, c'est qu'il faut que ce soit différent du monde réel. Donc il y a des enfants qui sont coulés avec les prénoms de personnages qui sont pas courants, c'est-à-dire Kimlan, Naldag, Styren. C'est vrai que c'est pas des prénoms qu'on retrouve, mais en même temps, ça veut dire qu'on n'est pas sur la Terre, quoi. Alors ils vont pouvoir faire des navettes, hein. C'est un scoop, mais il y a un personnage en particulier qui a le pouvoir de voyager du monde des rêves à notre monde réel, et donc c'est ce qui va se produire dans le tome 2. Voilà. Et là, c'est un petit scoop. Ah, intéressant alors. Oui. Alors, est-ce que le public aurait d'autres questions, justement? Donc, on peut toujours poser des questions sur l'école des rêves ou alors sur de futurs projets. Vous avez encore le temps pour le faire. En tout cas, de voir qu'il y a des spectateurs. Je les salue, tous les spectateurs. Est-ce que vous avez un lectorat de prédilection lorsque vous écrivez vos romans? Ah, non, pas. Enfin, moi, j'essaye d'écrire des histoires qui soient bienveillantes. En général, moi, je pense pas que je pourrais écrire des thrillers. Encore que dans certains chapitres de l'école des rêves, ils se font peur, mais voilà, je suis plus dans la bienveillance, moi, globalement. Alors, on peut introduire vos inspirations également, donc avec vos livres d'enfance. Donc, alors, il me semble, Paul, que vous avez une affiche justement à nous montrer. Oui. Alors, c'est de la bande dessinée pour le coup, là, parce qu'on parle vraiment de livres qui ont marqué mon enfance, hein. Donc, ça, les Sylvain et Sylvette, en fait, il y a beaucoup d'albums, mais je les ai dévorés. Ça parle d'animaux, curieusement, ça parle de forêt. Dans Poule Renard Vipère, je cite Sylvain et Sylvette à la fin dans les remerciements comme une série qui m'a vraiment inspiré en matière d'animaux notamment, et aussi parce que le compère renard, il est extrêmement drôle. Et voilà, c'est vraiment mon enfance, hein, pour le coup. Alors ça m'a tellement inspiré que, par exemple, à 12 ans, je vais vous montrer, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait des posters en pastel pour ma chambre. Voilà, il faut que je recule peut-être. Là, on le voit bien comme ça. Voilà. Oui, on voit bien. Ouais. Voilà, et j'affichais ça dans ma chambre. Voilà, j'en ai fait plein comme ça. Depuis, je suis passé au pastel sec parce qu'il y a vraiment le pastel gras. Pour faire tout ce dessin-là au pastel gras, il a vraiment fallu de l'énergie. Hein. Ah oui, mais tu en utilisais beaucoup aussi. Et beaucoup, oui. Là, j'ai consommé les crayons, quoi. Alors que le sec, avec la poudre, c'est plus facile, en fait. Mais tu as une âme d'artiste, en fait. Oui, de toute façon, oui, je touche un peu à tout, mais je peux pas, par exemple, créer un dessin à partir de mon imagination. Ça, j'y arrive pas. Il faut que j'ai un modèle. Donc voilà, là, par exemple, j'avais un modèle, en fait, j'agrandis ce que je vois, quoi. Mais j'arrive pas à dessiner. Mais en revanche, j'adore prendre un paysage, essayer de faire un paysage. Je me suis fait des posters un peu de partout, donc voilà, j'aime bien tout ce qui est artistique de toute façon. Mais ça a vraiment marqué mon enfance pour le coup. Bien, je vois que ça a aussi marqué l'enfance de Sylvie, qui dit c'était mon enfance à moi. donc oui, effectivement. Ah bah oui, parce que ça commence très tôt, hein, c'est dans les années 50, et parce que ça a été créé par Maurice Cuvelier, je crois. Voilà, et puis ça a été repris par Jean-Louis Pêche, et maintenant ça continue en fait. Je dois en avoir encore des albums chez moi, et il y a eu tous les stades en fait. Celui-là, c'est une édition originale. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, à la fin, Jean-Louis Pêche, il nous explique par exemple comment ça fonctionne une corneille. Donc il y avait tout un
un projet pédagogique aussi de comment fonctionnent les animaux, comment ils vivent dans la nature. Et donc, voilà, il y avait plusieurs niveaux de lecture, quoi. Et pour vous, Miss Patty, c'est plus donc dans l'univers de Disney, comme vous nous avez montré tout à l'heure? Oui, alors j'ai mon petit Bambi là que j'ai ramené parce que j'ai pas le livre, j'ai plus ce livre-là. Voilà. C'était un livre qui traînait chez mon arrière-grand-mère. Et chez moi, il n'y avait pas beaucoup de bouquins et j'aimais bien aller chez mon arrière-grand-mère et trouver ce livre et le feuilleter. Elle avait quelques livres comme ça pour les petits-enfants quand ils venaient. Ce livre a été perdu, je ne sais pas où il est, donc c'est un livre vintage qui est difficile à trouver maintenant. Et je suis très attachée à l'univers de Disney et c'est un peu comme Paul, finalement c'est le côté forêt, animaux qui me plaisait beaucoup. J'adorais les dessins et ça a beaucoup influencé mon travail après. Vu que ma première bande dessinée, ça se passe aussi dans la forêt où j'écris en fait l'histoire. Ça se passe aussi dans la forêt avec des animaux. Donc il y a un cerf, il y a des renards, bien sûr. Et c'est vraiment tout un univers qui me parle beaucoup et qui a fait aussi que j'ai dessiné. C'est Disney. Enfin, j'ai commencé par là quand j'étais vraiment toute petite. On peut montrer quelques dessins du livre. Ils sont particulièrement, en plus c'était vraiment très très beau, c'est des Golden Book, des livres d'or. Et c'était fait à la main à l'époque, c'était fait à la gouache, donc c'est assez... c'est des très beaux boulots, c'est des personnes qui travaillaient dans les studios Disney qui dessinaient ça. Et je trouve que maintenant, même en les revoyant maintenant, je trouve qu'il y a vraiment une valeur artistique, ils sont vraiment très beaux. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions de la part du public? C'est le moment avant que l'on se quitte, parce que c'est bientôt l'heure, le temps file. Moi, j'avais pas une question à poser à Patty, mais en fait, tout le monde les a posées. Donc, Nous n'avons pas d'autres questions. En tout cas, Justine vous dit merci. Une belle découverte également de la part de Chantal. moi, je trouve ça super qu'on ait pu faire ça tous les deux. Parce que c'est vrai que c'est rare, même en dédicace, de voir les deux, le couple illustrateur-auteur. Et ça, c'est vraiment super. Oui, c'est vrai qu'on se voit assez peu souvent parce qu'on habite loin Bah, et oui. que souvent on n'est pas programmé sur les mêmes festivals. Donc quand on a l'occasion, comme à Besançon, là on s'est vu à Besançon il y a pas très longtemps, on était très contents. En général, on accepte pour se voir, quoi. C'est un bon moment d'échanger aussi. C'est vrai que moi, j'aurais dû rencontrer Antoine Brivet pour l'École des Rêves. On devait faire 2 salons ensemble et qui ont été annulés. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se croiser parce que c'est vrai que c'est comme dit Adeline, là, c'est pas souvent en fait de pouvoir rencontrer l'illustrateur. Je crois d'ailleurs, Adeline, elle a aussi Antoine Brivet comme illustrateur et je crois qu'elle l'a toujours pas rencontré non plus. On devait se rencontrer là, tous ensemble, là, mais bon. La crise est passée par là. Peut-être justement pour une future BD d'ici quelques années. Mais en tout cas, en attendant, on peut lire et dévorer l'École des Rêves en librairie. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus, d'avoir répondu aux questions du public. Si jamais vous souhaitez re-regarder la diffusion, n'hésitez pas à regarder sur notre site festival-livre-rouen.fr ou alors sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. La rediffusion sera accessible, donc notamment par exemple pour regarder l'interview de Paul ou alors le dessin de Miss Patty. Et puis, si vous êtes intéressé par d'autres e-rencontres, donc même vous, Paul ou Miss Patty, donc j'ai vu que vous étiez connectés ce matin, vous pouvez venir demain également pour celle de Marianne Bourche à 11h, de Alain Puisséguier à 15h ou du docteur Sylvie Dieu aussi à 17h. Merci Louise pour l'animation et merci à tous ceux qui ont suivi le live.
On se sent un peu plus connecté avec la vie, on va dire. Oui. Merci de cette rencontre. C'était super de pouvoir discuter tous ensemble. Et un gros bisou à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt, Patty. À bientôt. À bientôt, au revoir.